Bonjour à tous et bienvenue sur Anonymal TV. Dimanche 7 juillet, dans seulement quelques jours, vous aurez à élire le nouveau député qui siégera à l'Assemblée nationale et représentera votre circonscription. Dans ce cadre, je reçois aujourd'hui Jean-David Ciotte, le candidat du nouveau Front populaire sur la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Alors nous avions également contacté Anne-Laurence Pétel, candidate du groupe Ensemble, et Géraud Verny du Rassemblement national pour organiser un débat entre tous les candidats qualifiés au second tour. Malheureusement, ils n'ont pas répondu favorablement à notre proposition. C'est pour ça que je vous reçois seule aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous remercie de votre présence et de montrer aussi que les médias de proximité sont aussi importants pour s'adresser aux électeurs. Donc ce premier tour des élections législatives, il a eu lieu le 30 juin dernier. Ce sont presque 33 millions de Français qui se sont déplacés dans les urnes et qui ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête avec 33,20% des suffrages, suivi du nouveau Front populaire avec 28,27% et du groupe Ensemble avec 21,73%, pour ne citer que ces trois forces politiques. Dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, les résultats sont plutôt similaires aux tendances nationales. Géraud Verny, qui représente le Rassemblement national, est arrivé en tête avec 31,65% des suffrages, suivi de vous, Monsieur Ciotte, avec 29,48%, et enfin Anne-Laurence Pétel, la députée sortante du groupe Ensemble. Mais bien qu'elle soit arrivée troisième, et malgré les consignes du Premier ministre Gabriel Attal de se désister pour, je cite, « empêcher le RN d'avoir une majorité absolue », Anne-Laurence Pétel a choisi de maintenir sa candidature au second tour. Comment analysez-vous le vote de dimanche et cette situation sur votre circonscription ? D'abord, on est à un moment extrêmement grave de l'avenir de notre pays. On a un groupe parlementaire d'extrême droite qui peut devenir majoritaire demain à l'Assemblée nationale en France, dans le pays des droits de l'homme. Donc on ne peut pas faire comme si c'était une élection locale avec des intérêts personnels. On a une responsabilité extrêmement forte. Ici, sur le territoire du Pays d'Aix, on a un résultat qui place en tête, faiblement certes, mais en tête l'extrême droite dans un territoire qu'il n'a jamais porté. Alors on peut se rassurer en se disant qu'à Aix-en-Provence, j'arrive très largement en tête, que l'extrême droite arrive largement derrière, mais sur le territoire du Pays d'Aix, sur la circonscription de la Sainte-Victoire, l'extrême droite est devant. Je suis second. Les forces que je représente, le rassemblement de la gauche arrive second sur cette circonscription. Moi, je suis socialiste, je l'ai toujours indiqué, mes partenaires le savent. On est en capacité ici, comme l'a dit Gabriel Attal, que le troisième se retire. L'ensemble des forces de gauche l'ont fait. L'ensemble des candidats ensemble qui sont arrivés en troisième position l'ont fait sur la France entière, sauf ici, où on a la candidate d'Emmanuel Macron qui refuse obstinément de faire le Front républicain, prenant le risque, pour une aventure personnelle ou individuelle, de dire on prend le risque de faire élire le Front national. Elle a d'ailleurs dit clairement comme ça à vos confrères, de dire moi je prends le risque parce que c'est ma carrière politique qui est en jeu. Je crois que c'est pas responsable. Moi j'ai appelé à ce que l'ensemble à ce qu'elle se mettent en responsabilité, que les responsables nationaux prennent ces responsabilités sur cette circonscription, où on peut encore gagner, on peut encore battre l'extrême droite, on peut éviter que Aix et le Pays d'Aix soient représentés par un député du Front National autour de ma candidature. Elle ne l'entend pas. Je vois bien que ses partenaires ou ses supporters nationaux se font extrêmement discrets. Moi, je dis juste à ses électeurs, aujourd'hui, Mme Pétel, si elle veut avoir un destin ou une aventure individuelle, ça la regarde. J'ai vu qu'il y avait une pétition qui circulait où il y a plus de 10 000 personnes qui lui demandent de se retirer de cette élection pour laisser la place au camp républicain. Si elle ne veut pas le faire, c'est sa responsabilité, elle l'assumera. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que tous les démocrates, tous les républicains qui me connaissent, qui savent que j'ai été le député ici pendant 5 ans, dans un esprit de responsabilité, d'ouverture, de rassemblement, de défense des intérêts du territoire, doivent continuer à se mobiliser pour que notre ville d'Aix, que notre pays d'Aix, que la Sainte-Victoire ne soit pas représentée par l'extrême droite demain au Parlement. Donc moi je suis assez confiant pour que ce rassemblement puisse se faire. On est dans un moment trop important pour la France, trop important pour notre nation, pour que les gens ne se rassemblent pas derrière ma candidature, pour qu'au deuxième tour, ils disent clairement, ici, à Aix, dans le Pays d'Aix, on ne veut pas de l'extrême droite.
C'est un cas un petit peu isolé puisque c'est la seule candidate de la région, je crois, région Sud, qui n'a pas voulu se désister. Est-ce que vous savez si elle a le soutien de son parti à l'échelle nationale ou... Alors, pour le coup... Parce qu'elle a l'air de le dire, en tout cas. Elle indique qu'elle a le soutien. Alors, elle a ressorti la déclaration de M. Attal du premier tour pour expliquer qu'il le soutenait toujours au deuxième tour. Vos confrères ont interrogé le cabinet du Premier ministre qui n'a pas souhaité répondre. La difficulté, c'est que tout le monde a fait des efforts. Aujourd'hui, le Premier ministre, Gabriel Attal, a appelé à voter pour les candidats LFI. Ce qui doit être une difficulté au vu de ce qui s'est passé pendant 2 ans à l'Assemblée nationale. Je peux comprendre que ça soit difficile. Je peux comprendre que le choix soit compliqué à faire pour certains. Mais on doit dépasser les enjeux de ses propres personnes, ses ambitions personnelles, ses calculs politiciens pour l'avenir, pour se dire que le combat, il est plus grand. C'est les valeurs qui doivent nous dépasser. C'est le rassemblement du camp républicain sur les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Et c'est ces combats-là qui doivent primer sur les engagements individuels et les aventures personnelles. Je le regrette. Je vois bien qu'au niveau national, ces soutiens s'étiolent. Territoire de progrès, qui est la partie l'aile gauche, a demandé à ce qu'elle se retire et ne la soutient plus. Horizon se pose la question de dire nous, on ne peut pas rester dans un combat où on ferait élire l'extrême droite. J'ai vu que le candidat du MoDem, Mohamed Lakila, sur l'autre circonscription d'Aix, appelait à ce qu'elle se retire pour faire barrage au Front National. Je lisais une déclaration de la Ligue des droits de l'homme et des responsables du pays d'Aix et d'Aix qui l'appellent en responsabilité. Ce ne sont pas des grands insoumis, terroristes, comme on a l'air de le dire, qui feraient du prosélytisme. Ce sont des gens en responsabilité qui vivent au quotidien les difficultés des gens, qui lui demandent d'être responsables. Elle ne le fait pas. Moi, j'en appelle, comme le font un certain nombre, non pas à elle ne veut pas venir en responsabilité. Madame Pétel, c'est son problème. Elle assumera. Moi, ce que je souhaite, c'est que les électeurs ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, mon adversaire, c'est l'extrême droite, c'est le Front National, c'est M. Verny, qui ici représente les idées de M. Zemmour sur les questions de haine, qui soutient un blog et une littérature contre les immigrés, à la limite du racisme et de la xénophobie, qui soutient un blog qui dit que l'avortement n'aurait pas dû être constitutionnalisé, sur les droits des femmes, sur les droits des minorités. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le combat, il est là. Il est le combat de la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté, les droits fondamentaux des minorités, les droits fondamentaux des homosexuels, les droits fondamentaux des femmes. C'est ça qui est en jeu. Et ne pas voir aujourd'hui, pour des raisons personnelles, que ce rassemblement doit se faire. Donc les électeurs ne s'y trompent pas. Moi, je le vois depuis lundi, où cette situation est engagée. Je vois des gens qui m'ont dit, nous, on a voté pour Mme Pétel, mais on ne revotera pas pour elle. On votera pour vous, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est battre le Front National. Et je crois que c'est au fond ça le message d'aujourd'hui. On est à un moment historique de la France. On est à un moment historique où le Front National, ou l'extrême droite dans ce pays, dans le pays des Lumières, est aux portes d'arriver au pouvoir de Matignon et de l'Assemblée nationale. Et si ici, nous n'empêchons pas qu'il y ait un représentant de plus, alors nous n'aurons pas fait notre travail. Vous êtes maintenant en campagne depuis un peu moins d'1 mois. C'était un délai très court, 3 semaines même. Quels sont les grands sujets ou les préoccupations, en tout cas, que vous avez pu constater et auxquels il est urgent de répondre ? Une grande inquiétude sur un sujet sur lequel on est dans la première partie, avant le premier tour, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est la question de dire, nous, les plus faibles, on veut, avec notre travail, on ne veut pas de l'assistance, on veut, sur la question, quand on travaille, avoir une rémunération qui nous permette de vivre. Et au fond, la question d'augmenter le SMIC, de le faire de manière intelligente. Aujourd'hui, on a des toutes petites entreprises ou des artisans ou des PME qui vont être en grande difficulté. Donc, il faudra qu'on regarde, qu'on les accompagne. Mais l'augmentation du SMIC, l'augmentation du revenu du travail, notamment des plus bas salaires, doit être un sujet essentiel de nos compatriotes. Et tous les jours, ils me parlent de ça. Comment voulez-vous qu'on vive avec 1 300 € ici à Aix, où le logement est hors de prix, où les études sont hors de prix, où la vie
au quotidien avec l'inflation est hors de prix. Donc voilà, c'est le grand sujet, c'est le pouvoir d'achat. Le deuxième, c'est la question de l'accès au logement. Moi, je vois ici, on est surtout sur Aix, où l'accès au logement est un sujet qui est extrêmement compliqué pour nos compatriotes, puisqu'ils sont en grande difficulté. Il n'y a pas les logements en accession sociale sont alors sur Aix, ça marche, mais sur l'ensemble du territoire, il faut que ça se développe dans des programmes qui sont extrêmement aménagés. On doit faire aujourd'hui, on fait des programmes de toute petite taille. Je vois que l'ensemble des maires jouent le jeu. Contrairement à ce qu'on dit, les maires sont plutôt favorables à faire du logement social, mais de petite taille, de grande qualité. Ils veulent que leurs concitoyens puissent accéder au logement. Évidemment, ils ne veulent pas des grands ensembles et des grandes tours, mais ce qui a été fait dans les années 60 et 70 n'est plus du tout à la mode, et ils sont tous en responsabilité. Et nos jeunes, les jeunes familles, pour qu'elles se logent, pour qu'elles reviennent, pour qu'on réouvre des classes ou qu'on ne ferme pas des classes scolaires, la question du logement est essentielle. Le sujet sur lequel j'entends beaucoup mes concitoyens, c'est la question des services publics. Aujourd'hui, quand au Puy-Saint-Tréparade, on n'est pas en capacité de remplacer un médecin qui part à la retraite, on est quasiment dans un désert médical maintenant. À Pérols, à un certain nombre de communes de notre territoire. Donc la question des services publics, la question de l'accès aux soins, la question de l'hôpital public, qui doit aujourd'hui faire l'objet de toutes nos attentions, c'est ça que nous demandent nos concitoyens. Donc des services publics de qualité, ouverts à tous, respectueux des règles, mais en même temps avec des moyens qui leur permettent de fonctionner. Et ce n'est pas que le personnel qui demande ça, c'est aussi les concitoyens. Quand vous allez aux urgences, de voir des urgences délabrées, ce n'est plus acceptable. Sur la question de l'école, moi j'ai beaucoup de questions aujourd'hui sur la question du nombre d'enfants par classe, où effectivement on a des classes aujourd'hui qui sont extrêmement chargées. Donc voilà les grands sujets. Et puis il y a un sujet de préoccupation de nos concitoyens que nous devons mettre à l'ordre du jour, que nous devons mettre en priorité, c'est la question de la sécurité. Moi, j'ai été pendant 5 ans député, j'ai été membre de la commission des forces armées, j'ai beaucoup plaidé, on a renforcé considérablement les moyens de sécurité, de police, du renseignement, mais aussi parce que c'est sur la question de trafic de stupéfiants, c'est la question du renseignement, d'avoir les informations pour aller mettre en péril les réseaux de drogue et de stupéfiants. Donc c'est des sujets qui sont importants. Avec des pouvoirs de justice, je suis avocat dans la vie civile, si je peux dire, les pouvoirs de justice qui doivent... Moi, j'ai des audiences aujourd'hui qui sont annulées parce que nous n'avons pas de greffier. Donc on ne peut pas, la justice ne peut pas passer parce que les moyens de la justice ne sont pas là. Et donc les justiciables ou les victimes attendent des condamnations, attendent réparation, et ça ne vient pas parce que la justice n'est pas bonne. Alors même si, contrairement à ce qui a été dit par Mme Pétel d'ailleurs, c'est assez intéressant, le palais de justice, c'est un combat qu'on a mené d'ailleurs conjointement avec l'ancien maire d'Aix, Marie Joissin et moi-même, pour obtenir les crédits, pour obtenir que le ministre de la Justice de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, donne les crédits, lance le projet du grand palais de justice d'Aix. Donc je suis très content qu'il soit, entre-temps, qu'il ait été réalisé, et je suis très content d'avoir pu contribuer à faire en sorte que la deuxième cour d'appel de France puisse continuer à vivre et être dans un... Enfin, la cour d'appel, elle n'est pas là, mais en tout cas, que le palais de justice, lui, puisse être enfin rassemblé au service des justiciables, parce que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de liberté. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes arrivé en tête sur Aix-en-Provence avec 34,24%, et notamment dans les bureaux de vote du quartier d'Ancagnane, avec 45,57% des suffrages au total exprimés sur ces bureaux de vote. On rappelle qu'Ancagnane, il s'agit d'un quartier politique de la ville, c'est-à-dire que c'est un quartier qui est touché par une importante précarité et par des difficultés en matière de logement et de pouvoir d'achat, dont vous parliez tout à l'heure. Comment vous expliquez que les électeurs se soient mobilisés massivement pour vous sur ce quartier-là en particulier ? Parce qu'ils attendent des réponses concrètement sur leur qualité de vie. Moi, je les ai rencontrés, on va beaucoup en Cagnane, je les ai rencontrés, ils attendent sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du logement, sur la question des rénovations, même si beaucoup a été fait. On a voté d'énormes crédits en rue dans les années 2014, 2015, 2016, qui mettent 10 ans à se mettre en place. Et les gens ont du mal à comprendre, mais ça, c'est tous les projets. Quand on est élu local, je suis maire d'une commune, quand on est élu local, on sait que le moment où on décide un projet, le moment où il se réalise, ça prend beaucoup de temps. Et les gens, du coup, on l'annonce,
Et il vient tard. Et donc, on crée des espoirs qui arrivent des fois un peu tard. Et donc, sur le quartier d'Ancagnan, j'entends encore des gens, et les rénovations sont en cours, mais qui me disent ça va pas assez vite. On vit encore dans des endroits qui sont, où les questions de porte d'entrée, de sécurité sont pas assurées. Donc, on a un espoir. Venez nous aider. On a besoin d'avoir quelqu'un qui nous représente. Alors, c'est vrai que les sujets de proximité, même si les moyens sont souvent d'État, sur les lois sur la rénovation urbaine, c'est des crédits d'État qui viennent, c'est aussi des problématiques d'élus, de villes, et donc on doit coopérer tous ensemble, on ne doit pas se tirer les uns sur les autres ou se faire la guerre les uns les autres. Moi, j'ai toujours été dans un travail coopératif. Il y a les élections, et puis après, il y a le moment où on travaille tous ensemble, et sur ce territoire d'Aix, sur cette belle ville d'Aix, moi, je pense qu'il faut qu'on la porte, qu'on la porte au niveau national, et qu'on la porte sur une voie démocratique, des républicains, qu'on se rassemble pour faire en sorte que notre territoire reste un grand territoire où on répond aux aspirations du logement, on répond à la question du pouvoir d'achat, mais aussi de la qualité de vie. Parce que je regarde sur les bureaux de vote du centre-ville, du cœur d'Aix, la gauche fait un très très bon résultat, je fais un très très bon résultat sur le cœur d'Aix, où là aussi c'est les problématiques de cœur de village, de paisibilité, d'envie de vivre dans un monde au fond qui soit agréable et paisible. C'est ce qu'on se souhaite à tous. Et donc c'est cette bataille-là aussi qu'il faut gagner, celle de la tranquillité publique, qui rejoint celle de la sécurité. C'est vrai que c'est une tendance qu'on voit aussi sur la 11e circonscription, où Marc Pénard arrive aussi en tête, le candidat de gauche, sur Aix, et sur les quartiers, pour le coup, tout le Bouffan, qui est aussi un QPV. Donc c'est une tendance qui se retrouve sur tout le territoire, quoi, en fait. Oui, je vois bien on a une dichotomie, il y a une grosse littérature universitaire sur ces sujets-là, où les villes votent plutôt à gauche, et les périphéries, les périphéries votent plutôt à l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs assez inquiétant. Moi, quand je regarde le Puy, où le Front National est arrivé en tête dans le village où je suis maire, donc ça m'interpelle. Je ne regarde pas ça comme si c'était juste un moment de l'histoire. Ça veut dire que les gens ont le sentiment, même au Puy-Sainte-Réparade, à 10 minutes d'Aix, profitant au fond d'un grand nombre de services d'Aix, qu'ils sont un peu abandonnés du territoire, même au Puy-Sainte-Réparade. Mais quand je raconte que j'ai 5 médecins au Puy, j'en ai un qui part à la retraite, je n'arrive pas à trouver un médecin pour venir le remplacer, ils ont ce sentiment d'abandon. Quand je vois que la Poste, c'est un des combats qu'on a menés, on se bat pour qu'elle reste ouverte, et que chaque fois, tous les 3 ans qu'il y a une réforme, on m'enlève 2 heures par-ci, 2 heures par-là, et que les gens ont l'impression que les services publics disparaissent. Quand la sécurité sociale, où avant il y avait une permanence de la sécurité sociale, alors finalement on l'assure nous avec le CCAS, mais c'est la ville qui l'assure, ou la permanence de la sécurité sociale, pour les anciens, c'est un sujet important de pouvoir aller déposer ces feuilles de maladie et qu'elles disparaissent. Les gens ont le sentiment, même sur un territoire qui au fond n'est pas si reculé que ça, le Puy-Sainte-Réparade c'est un quart d'heure d'Aix, c'est pas le fin fond de la Corrèze, et j'ai beaucoup de respect pour la Corrèze, mais c'est à 10 minutes d'un grand pôle urbain. Ils ont un sentiment de déclassement. Et que la réponse qui doit être faite, y compris sur ces territoires-là, c'est que la nation s'occupe pas que des métropoles, elle s'occupe aussi des territoires périphériques, et qu'on ne peut plus laisser penser que les gens seraient dans des zones de déclassement. C'est ça l'enjeu aussi de cette élection, et que la réponse, elle ne peut pas être que celle de l'extrême droite. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux électeurs pour les convaincre d'aller voter le 7 juillet ? Pour les convaincre, je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais on n'est pas à n'importe quel moment de l'histoire. Si je me suis réengagé, j'ai été le député, ils m'ont fait confiance pendant 5 ans, j'ai été à leur côté, à leur quotidien. Tous les gens qui me connaissent savent que je suis un démocrate, un rassembleur, quelqu'un qui va œuvrer pour le bien commun, dans des convictions profondes de la République, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas me résoudre et je ne peux pas penser qu'il se résolve à croire que ce pays d'Aix, malgré l'attitude irresponsable de la responsable d'En Marche ici, à faire élire un député du Front National. Donc je leur dis, rassemblez-vous, électeurs républicains, électeurs centristes, électeurs de gauche, rassemblez-vous autour de ma candidature pour porter ensemble l'espoir que dans le pays d'Aix, on ne soit pas représenté par l'extrême droite demain. Merci beaucoup, Jean-David Siot, d'être venu sur notre plateau une nouvelle fois. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview, et à bientôt sur Anonymal.